Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur la question de la mondialisation en fonctionnement et donc on va essayer de vous apporter tous les éléments qui vont vous permettre de réussir l'épreuve au baccalauréat en géographie. D'abord on va revenir sur l'intérêt de la séquence au sein de la question qui est posée, on va regarder aussi le thème, c'est-à-dire celui qui nous amène à traiter de la mondialisation en fonctionnement au travers de ses processus, de ses acteurs et des débats que la mondialisation suscite. Enfin, je vais essayer de vous apporter l'essentiel du chapitre, ses enjeux, et puis quelques conseils pour réussir l'épreuve et vraiment briller. Tout d'abord, il faut replacer la mondialisation en fonctionnement dans le cadre de son thème global. C'est un thème qui structure l'année de terminale, et donc la problématique de ce thème, c'est les dynamiques de la mondialisation et leur traduction sur les territoires à l'échelle du globe. En clair, on va voir ce que la mondialisation crée comme flux, comment elle anime ces flux, et comment finalement elle met les territoires en réseau et en relation. Pour ce qui est de la séquence qui nous intéresse, on va s'intéresser donc aux mécanismes et au fonctionnement des processus de mondialisation, aux acteurs de la mondialisation et aux débats que cette dernière provoque. Mais avant toute chose, il faut définir cette mondialisation. Si on reprend la mondialisation, c'est un terme qui, selon Laurent Carouet, le géographe français, est très utilisé mais jamais défini. Donc le meilleur moyen de briller, c'est de savoir le définir. Définition simple pour commencer. La mondialisation, processus continu et en constante évolution, qui ne s'arrête jamais, de mise en relation et d'interdépendance des acteurs, c'est-à-dire que tous les acteurs vont travailler ensemble en réseau, et qui va reposer à l'échelle du monde, donc sur la recherche, continue et comparée d'avantages comparatifs, c'est le coût, la qualité et finalement le prix. En clair, si on reprend la définition d'Olivier Delfus, c'est un processus de généralisation des échanges à l'échelle du monde et qui repose sur la recherche d'avantages comparatifs, c'est-à-dire le prix moins cher, le service de meilleure qualité. Une fois qu'on a vu cette définition, la plus simple, on peut essayer de voir ces autres dimensions. Elles sont un petit peu plus difficiles à placer, mais ça enrichit l'approche. La première des choses, c'est de voir que la mondialisation est un processus de nature spatiale. Ça crée littéralement un système à l'échelle du monde. En clair, vous allez avoir l'émergence de ce qu'on appelle un espace global. La deuxième dimension à avoir dans un coin de sa tête, c'est que depuis 1990 et la fin de la guerre froide, la mondialisation s'est imposée comme un processus d'expansion du capitalisme libéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que depuis la chute de l'URSS, un seul système économique s'est imposé. C'est le capitalisme libéral, d'influence occidentale, et finalement dominé par les États-Unis. Enfin, la dernière chose, c'est que la mondialisation produit une société mondialisée. Vous pouvez consommer du coca à peu près partout dans le monde. Pour le McDo, c'est pareil. La musique qu'on écoute tous, elle est hybridée et mondialisée. Vous êtes dans cette société qui est pertinente à l'échelle du monde. Une fois qu'on a vu la mondialisation, il faut réfléchir aux termes qu'on va employer au cours de cette séquence. Le premier terme, c'est la question de l'intégration. L'intégration, c'est un mot qui fait peur. C'est un processus d'unification des politiques économiques et publiques qui repose sur l'effacement progressif des barrières et restrictions. En clair, qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Pour augmenter les flux, on enlève les barrières, les frontières, tout ce qui fait blocage. Donc on enlève les tarifs douaniers et puis on enlève les normes. Donc on finalement facilite les échanges, les mobilités et puis les flux de biens, de marchandises, de capitaux, de données, etc. La deuxième idée à considérer, c'est la question de l'interface. C'est quoi une interface? Tout bêtement, c'est une zone de contact entre deux espaces différents qui crée une dynamique. Généralement, ce sont les espaces littoraux. Pensez à la mégalopole américaine, pensez à la mégalopolis, et vous avez compris l'idée. Pensez à la Northern Range en Europe ou aux nuages japonais, c'est-à-dire la mégalopole japonaise, et vous avez une idée de ce qu'est une zone de contact. Enfin, la dernière chose, c'est une question qu'on voit finalement peu, c'est celle de l'antimonde. L'antimonde, c'est finalement tout ce milieu noir et obscur, les organisations criminelles, et ces derniers vont littéralement créer une sorte de seconde mondialisation obscure. C'est la face sombre de la mondialisation, et c'est ce que définissait Roger Brunet déjà en 1993, cette partie du monde qui est mal connue, qui tient surtout à le rester, et qui se présente comme le négatif du monde dans lequel nous vivons. Une fois que vous avez vu ces définitions en tête et que vous êtes prêt à les replacer, la meilleure des choses, c'est d'aborder la mondialisation sous trois angles. La première chose, c'est de décrire le processus. Là, simplement, on suit l'intitulé du sujet. C'est un processus de mise en relation et de concurrence des territoires, créant une interdépendance à l'échelle du globe. Ensuite, on présente ses acteurs.
leurs intérêts. Et enfin, on regarde les questions, finalement, que le phénomène de mondialisation pose. Pour ça, on va commencer, donc dans notre première partie, par présenter le processus de mondialisation. On va donc voir que le processus de mondialisation est un processus historique ancien. Donc là, il est loin de faire l'unanimité, mais il est nécessaire d'en parler. En clair, présenter le processus sous sa dimension historique, mais n'en faites pas non plus plus de 2 paragraphes. L'idée, c'est de présenter très simplement le processus historique de mondialisation depuis les économies mondes successives jusqu'à aujourd'hui. Et donc présenter finalement le monde multipolaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Une fois que vous avez présenté ça, vous pouvez éventuellement présenter les flux, leur intensification et leur diversité. Mais vous ne rentrez pas dans un détail supplémentaire, ce sera parfait pour une première sous-partie. On arrive maintenant dans la deuxième sous-partie. On présente le processus de mise en relation et de concurrence des territoires à l'échelle du monde. Ce processus de mise en relation et de concurrence, il va s'appuyer sur ce qu'on appelle la NDIT, la Nouvelle Division Internationale du Travail, et la DDP, la Division des processus de production. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, les firmes transnationales vont littéralement, avec leurs IDE, leurs investissements directs à l'étranger, organiser des réseaux d'échange, et donc vont produire, vous l'avez vu avec le téléphone portable, vous l'avez peut-être vu avec le café, leur production aux 4 coins du monde, les rassembler. Et puis après, vous les vendre alors que vous êtes dans un endroit qui est très différent du lieu de création, de conception et de production. C'est ce qu'on appelle la Nouvelle Division Internationale du Travail. Pour la DPP, la division du processus de production, c'est la même chose. Enfin, une fois qu'on a vu le processus en lui-même, on voit une dernière sous-partie. C'est la création d'interdépendance et d'intégration. La mondialisation va créer une interdépendance entre les territoires. Ils sont tous liés aux uns et aux autres. C'est ce qui donne la logique systémique au phénomène de mondialisation. En clair, ce qui va se passer aux États-Unis va avoir un impact direct sur ce qui se passe chez nous. On l'a vu avec la crise de 2007-2008, celle des subprimes. Tout ça, ça s'appuie sur des logiques d'inclusion. En clair, plus vous êtes dans les flux de la mondialisation, plus les FTN vous font confiance, plus elles investissent chez vous et plus vous êtes reliés aux autres. Ce processus d'inclusion, c'est une logique d'intégration. Les territoires les plus pourvus en aménagement, en infrastructure, deviennent les plus attractifs. Et donc, ce sont ceux qui commandent. Une fois qu'on a vu cette première partie, il est temps maintenant de présenter les acteurs. Qui sont ceux qui font la mondialisation? Là, on va aller relativement rapidement puisque on en a déjà parlé un tout petit peu avant. Tout d'abord, ce sont les firmes transnationales, les FTL. Là, vous pouvez largement utiliser ce que vous avez vu en cours sur l'étude de cas du téléphone portable, avec Apple par exemple, ou avec Samsung. Utilisez des exemples de la vie courante. Vous présentez les actrices principales des processus de mondialisation au travers de leurs IDE. Ensuite, vous présentez les acteurs traditionnels de la régulation dans un deuxième temps. Les États et les institutions internationales qui sont à la fois des régulateurs et des facilitateurs de l'économie mondiale. En clair, vous présentez tous ceux qui organisent le système économique mondial. Et puis, dans un dernier temps, dans la dernière sous-partie finalement de ces processus de mondialisation et leurs acteurs, il sera temps de revenir sur ces nouveaux acteurs, ceux qui font littéralement changer et évoluer depuis quelques décennies les processus de mondialisation. C'est d'abord les nouveaux États gaziers et pétroliers du Golfe. Ils changent l'organisation du monde. Puis après, vous avez les organisations non gouvernementales qui ont un véritable impact. Quand Greenpeace décide une campagne contre une firme transnationale, souvent elle plie. Vous avez des acteurs qui sont, pour le coup, souvent négligés. C'est ce qu'on appelle l'opinion internationale. Cette opinion internationale, aujourd'hui, elle décide d'une campagne de boycott et elle peut avoir un véritable impact sur la diffusion d'un produit ou son retrait. Et puis, vous avez tout cet anti-monde dont je parlais au début de la vidéo, à savoir toutes ces organisations et mafias criminelles qui vont à elles-mêmes et en elles-mêmes définir une sorte de seconde mondialisation dans l'ombre, une mondialisation des armes, de la drogue, qui finalement est aussi à considérer dans notre sujet. Enfin, une fois qu'on a vu le processus et ses acteurs, il est temps de revenir sur ce qu'elle pose comme question. D'abord, il sera intéressant de revenir sur les problèmes économiques, politiques et sociaux que pose la mondialisation. En clair, se demander finalement quelles sont les limites de cette mondialisation sous l'angle des problèmes. La durabilité, par exemple, de la mondialisation pose question. Quand des kiwis ont plus voyagé que les terminales,
ça pose question. Le coût environnemental est particulièrement élevé, et donc c'est une des limites au processus tel qu'on les connaît aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que, et là ce sera l'objet d'une deuxième sous-partie, comme les processus de mondialisation présentent des limites, il est intelligent de regarder finalement les réactions. La première, c'est de mettre fin à la mondialisation. C'est ce qu'on appelle l'antimondialisme. La deuxième, c'est la démondialisation. C'est-à-dire l'idée qu'on peut changer la mondialisation, la faire se modifier et la rendre peut-être plus vertueuse. Ce sont des termes qui ont animé les débats politiques des derniers mois et des dernières années et qui, sur fond de populisme, ont littéralement appelé à remettre en cause le processus de mondialisation. Donald Trump s'est fait par exemple élire sur cette logique-là, c'est-à-dire une logique plus protectionniste, une logique qui viserait à détricoter la mondialisation. Et on voit qu'en Europe, on a aussi les mêmes tentations. Enfin, dans un dernier temps, il faudra achever cette mondialisation en réfléchissant à une alternative. C'est ce qu'on appelle l'altermondialisme. Est-ce qu'un autre monde est possible aujourd'hui avec la mondialisation? La transition énergétique va sûrement y amener, les logiques du développement durable aussi. La mondialisation est amenée à changer, on le voit déjà avec l'impact des politiques chinoises, avec le fait que ce soit finalement la Chine qui défend le plus l'accord de Paris arraché à la COP21. On est face ici à une alternative. La mondialisation doit changer, doit être finalement, non pas forcément plus vertueuse, mais peut-être plus respectueuse des hommes et des activités, parce que derrière, c'est un processus qui impacte des sociétés entières. Une fois qu'on a vu tout ça, on a fait donc le tour de notre sujet, on a vu ce qu'était la mondialisation en fonctionnement, processus, acteurs et débat. Il est temps maintenant de vous donner quelques autres apports pour réussir l'épreuve, briller, prendre un maximum de points en histoire géo. La première des choses, ce sont les erreurs. Quelles erreurs éviter? D'abord, éviter d'être trop dans l'économie, diversifier les exemples et ne surtout pas oublier la dimension spatiale du processus. En clair, il vous faut utiliser des espaces, des territoires et donner un maximum d'exemples illustrés. Ensuite, ne développez pas, je vous l'ai dit, mais n'insistez pas sur l'historique des processus de mondialisation. Un paragraphe suffira, ne commencez pas à faire une partie entière sur l'histoire de la mondialisation. Vous serez hors sujet, vous perdrez des points, vous perdrez du temps, et donc vous ne serez pas valorisé à la hauteur de vos qualités. Enfin, et ça c'est très important, ne confondez pas le sujet sur la mondialisation, fonctionnement, processus, acteurs et débat avec l'autre sujet qui fait l'autre partie du programme, c'est-à-dire l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Il est hors de question ici de présenter la hiérarchie de la mondialisation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour présenter l'organisation du monde, vous êtes là pour présenter le fonctionnement du processus de mondialisation. Dans les sujets qui sont proposés, il sera aussi question des flux. Et vous pourrez, comme je vous l'ai dit, en parler juste à la limite, mais ne faites pas une partie entière sur les flux. D'accord? Une fois qu'on a vu ça, il est temps d'avancer et de regarder les sujets possibles. Pour ce qui est des sujets, c'est simple, hein, il y a deux compositions possibles. La première, elle vient sur les processus, acteurs et débats. C'est ce qu'on a vu ensemble. À ce moment-là, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'étude de cas du produit mondialisé. Hein, généralement, c'est le téléphone portable qu'on utilise. Allez chercher des exemples, c'est vraiment valorisé. La deuxième composition possible, elle est un peu plus large et elle intègre les flux, mobilité et réseau, c'est-à-dire une autre séquence du programme. Et donc, à la place des débats que vous enlevez, vous placez flux, mobilité et réseau. C'est-à-dire que vous présentez les flux donc de biens matériels et immatériels, les mobilités et finalement les réseaux. Vous avez une troisième partie qui est cohérente avec à chaque fois une sous-partie, flux en grand A, mobilité et migration en grand B et construction de réseau en grand C. Ça, c'est donc les deux compositions qui vous sont proposées. L'autre type de sujet que vous pouvez avoir, c'est le sujet que tous les terminales attendent, c'est une carte pour les flux de la mondialisation. C'est une des cartes les plus simples du programme, quelle que soit la section. Et donc, dans ces cas-là, vous êtes face à quelque chose qui est assez facile à réussir et beaucoup de points vous sont promis. Enfin, le dernier sujet, c'est ce qu'on appelle une ECD, une étude critique de documents. Elle peut être composée d'un ou deux documents. Généralement, et même obligatoirement, de nature différente. Ces documents sont finalement souvent une carte et un texte d'origine journalistique qui vont vous amener à réfléchir au processus, aux acteurs. Et c'est là où tout le travail sur
le produit mondialisé peut vous servir. D'accord. Dans les ECD, n'hésitez pas à réinvestir des documents. Une fois qu'on a vu ça, il est intéressant de toujours penser à comment prendre des points facilement. Et là, le meilleur moyen, c'est l'infographie. L'infographie que je vous propose ici, elle s'appuie sur un schéma cartographique. En géographie, vous serez valorisé, quelle que soit la section, si vous intégrez au moins un schéma cartographique dans votre composition. L'idéal, c'est de le placer à la fin d'une de vos parties, en rapport avec elle, de l'introduire par une phrase, et de le choisir. Le plus simple, c'est de présenter, comme vous le voyez ici, soit la nouvelle triade, et finalement montrer l'interdépendance des territoires via cette donnée-là. Et donc d'utiliser, vous en trouverez très facilement dans vos livres ou sur Internet, des schémas qui vont compter entre 6 et 9 figurés avec un titre et qui vous permettront de vous valoriser. Avec tous ces éléments, vous avez normalement de quoi réussir votre épreuve sur processus, acteurs et débat de la mondialisation. Vous avez tout pour vous valoriser, prendre un maximum de points et donc être en situation de réussite absolue.